Nous venons de vivre une semaine exceptionnelle sur les marchés financiers dans les matières premières. L'or est à 5500 $ l'once, l'argent est à 120, le gaz naturel est à plus de 5 $, le cacao continue de s'effondrer. On va essayer de décrypter tout ça et de comprendre ce qu'il se passe. Je suis Mathéis Mouflet, analyste pour XTB, et vous regardez votre émission Matières premières et fondamentaux. C'est parti, on va commencer par l'or, que j'ai appelé « On prend les mêmes et on recommence ». L'or enchaîne les records historiques et dépasse désormais les 5500 $ à l'heure où je vous parle. Les hausses de 100 $ sont désormais beaucoup plus faciles à atteindre qu'elles ne l'étaient il y a 2 ou 3 ans. La volatilité reste extrêmement élevée. Elle a des niveaux qui sont habituellement observés lors de phases de mouvements rapides et directionnels, y compris lors des périodes de baisse marquées. Je vous présente ici un graphique de Bloomberg de la volatilité implicite, qui n'est pas un graphique que j'ai l'habitude de vous montrer. Donc ici on voit qu'on a une volatilité implicite sur les contrats de l'or qui est d'environ 37 à 38%, c'est évidemment énorme. La dernière fois c'était donc un peu avant 2020. Ce que ça signifie, c'est que l'or a 68% de chances d'augmenter ou de baisser du niveau indiqué, donc 37 à 38%. Donc ici, hein, ce sont des calculs d'écart type, de retour à la moyenne, etc. Donc c'est la volatilité implicite. La Fed demeure dovish, mais la solidité des données économiques, l'inflation et les pressions sur son indépendance pourraient conduire à une période prolongée de statu quo, voire à une seule baisse cette année en cas de résurgence inflationniste, en sachant que la Fed n'a déjà pas baissé les taux hier ce mercredi. Le statut refuge du dollar, des trésoreries, du yen et de la dette japonaise est fragilisé par des politiques budgétaires agressifs, ce qui renforce le rôle de l'or comme actif refuge alternatif pour l'allocation de capitaux. Tout ça vient aussi de la politique de Donald Trump qui cherche à faire baisser le dollar. Il a d'ailleurs dit que c'était formidable que le dollar baisse car ça permet de favoriser les exportations pour les États-Unis. Dans ce graphique, je vous présente en blanc le prix du spot de l'or et en bleu et en orange, ce sont les indicateurs du risque réversal sur les options. Alors, qu'est-ce que c'est que le risque réversal? Ça mesure l'écart de valorisation entre les options d'achat, donc les calls, et les options de vente, les puts, qui sont hors de la monnaie, OTM. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas encore exercer. Un niveau positif qu'on voit ici signifie que les investisseurs paient plus cher les calls que les puts, donc privilégient une protection ou une exposition haussière. Ici, on voit que notre risque reversal reste clairement orienté à la hausse, ce qui confirme que le marché des options anticipe une poursuite du mouvement haussier sur l'or. Cependant, les niveaux actuels qu'on voit ici ne sont pas particulièrement extrêmes, ils ont été plus élevés par le passé en 2022 et en 2019 et 2020, périodes durant lesquelles le marché se couvrait de façon beaucoup plus agressive contre une envolée des prix. Autrement dit, malgré des records historiques et une volatilité implicite élevée, le marché des options ne semble pas pricer un scénario de hausse explosive ou désordonnée. Alors, d'où vient cette hausse? Eh bien, elle est principalement portée par des risques géopolitiques et la faiblesse du dollar. Les taux d'intérêt jouent un rôle assez secondaire ici, surtout qu'ils restent encore relativement élevés aux États-Unis et que le marché commence à se dire que peut-être qu'ils ne vont pas baisser, alors que ce serait plutôt des taux d'intérêt qui baissent, qui favoriseraient la hausse du dollar, mais ici ce n'est pas le cas. Le pivot accommodant de la Fed à l'été 2025 a agi comme déclencheur, mais la dynamique actuelle dépasse la seule politique monétaire. Donc ici les risques géopolitiques qu'on a sont multiples. On a évidemment l'Iran avec Donald Trump qui a annoncé envoyer 2 armadas avec 2 porte-avions en Iran, ce qui a d'ailleurs fait aussi augmenter le prix du pétrole vu que l'Iran peut bloquer le détroit d'Ormuz qui poserait énormément de problèmes pour faire transporter le pétrole par pétrolier. On a aussi évidemment l'Ukraine, le Venezuela, le Groenland, et on a en arrière-plan un risque de conflit entre les États-Unis et la Chine qui est actuellement contenu par des coopérations technologiques, notamment avec Nvidia. Donc beaucoup de tensions, notamment liées aux États-Unis. Donc c'est pour ça aussi que on peut dire que Trump participe à l'augmentation des prix
de l'or à travers les obligations, à travers le dollar et les tensions géopolitiques. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? Ce graphique présente des modèles d'évaluation des prix de l'or. C'est ce qu'on voit ici, hein, c'est des modèles de régression qui permettent de prédire les prix de l'or. Et ces modèles ont plutôt bien marché par le passé. Vous voyez en blanc, hein, le prix de l'or, et avec en jaune, en jaune c'est les prix ajustés de l'inflation, et dans les autres couleurs ce sont les différents modèles de pricing. Et donc ces modèles de pricing ça avait plutôt bien fonctionné jusqu'en 2022. Et ils ont arrêté de fonctionner en 2022, notamment lorsque des facteurs géopolitiques très importants sont entrés en jeu, et que les banques centrales ont repris leurs achats massifs d'or. Et donc, hein, c'est ce qu'on voit, c'est que ces modèles de pricing diraient plutôt que l'or devrait baisser, or l'or explose, ce qui confirme que les prix de l'or actuellement viennent plutôt d'incertitudes géopolitiques, et non pas d'offres et de demandes, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant sur le gaz naturel? Donc, on a un gaz naturel qui est au-dessus des 5 $, et c'est avant tout un choc d'offres, chose que je n'aurais pas cru dire il y a encore 1 ou 2 mois, mais on a un problème d'offres sur le gaz naturel. Donc, le marché du gaz naturel est actuellement dominé par un choc d'offres. L'hiver rigoureux aux États-Unis a provoqué une forte perturbation de la production au-delà de la seule hausse de la consommation. Souvenez-vous, hein, si vous avez suivi ces émissions matières premières, vous vous souvenez à chaque fois que je parlais du gaz naturel, je disais on est au-dessus des moyennes à 5 ans au niveau de la production. Ça fait maintenant presque 18 mois qu'on est au-dessus, et c'est ce qu'on voit ici, on a eu une chute brutale de l'offre. On est repassé sous la moyenne à 5 ans, donc pour rappel, hein, ici vous avez le plus haut de 5 ans, le plus bas de 5 ans, la moyenne à 5 ans, et donc on est repassé sous la moyenne à 5 ans alors qu'on était au-dessus des plus hauts de 5 ans depuis assez longtemps. La production totale est tombée d'environ 120 BCFD à moins de 100 BCFD, avec jusqu'à 20% de production temporairement menacée. Dans le bassin du Permian, la production pétrolière a chuté brièvement de 1,5 MB par jour, illustrant la vulnérabilité des infrastructures face aux conditions climatiques extrêmes. Les prévisions météorologiques annoncent un réchauffement progressif en février, notamment au Texas, ce qui devrait permettre une reprise partielle de la production. Par ailleurs, les stocks américains demeurent au-dessus de la moyenne historique et de la fourchette quinquennale, ce qui limite le risque structurel sur les prix. Au niveau de la demande, qui dit hiver exceptionnellement froid, dit augmentation de la demande. C'est ce qu'on voit ici avec donc une demande qui est très forte, beaucoup plus forte que ce qu'on a d'habitude à cette période de l'année dans la moyenne, donc les plus hauts de 5 ans. Donc forcément, vous avez une demande, notamment au niveau de l'électricité, c'est ce qu'on voit ici, qui est beaucoup plus forte que d'habitude, et une production qui est beaucoup plus faible que d'habitude, et bien ça vous fait un choc à la hausse sur les prix. Sur le plan technique, le contrat de février apparaît fortement suracheté par rapport à janvier, tandis que le contrat de mars reste plus équilibré, ce qui suggère une surévaluation à court terme qui est dépendante du rythme de normalisation de la production. C'est ce qu'on voit sur ce graphique avec les contrats de février. Donc vous avez en blanc donc les contrats, et vous avez en bleu le prix des contrats, donc le 20 janvier, il y a une semaine. Et on voit que les prix ont énormément augmenté, donc le contrat est actuellement extrêmement suracheté par rapport au niveau du 20 janvier. Le contrat de mars, par contre, lui est plutôt au même niveau. On a le bleu qui est sur le blanc, donc on n'a pas d'augmentation aussi importante, ce qui pourrait suggérer une légère surévaluation actuelle des prix. Néanmoins, le facteur clé concernant la volatilité future des prix sera le rétablissement de la production, au moins dans une fourchette de 100 à 105 milliards de pieds cubes par jour. En l'absence de nouveaux chocs météorologiques, un repli vers des niveaux de prix plus bas reste possible, voire probable, même si des zones de congestion importantes subsistent à des niveaux supérieurs. On va maintenant parler du cacao, que j'ai appelé tel un puits sans fond, parce que vraiment le cacao ne cesse de s'effondrer, c'est une tendance baissière extrêmement forte.
Le cacao se situe à l'extrême opposé du spectre avec un marché des futurs en survente historique qui est confirmé par plusieurs indicateurs d'écart à la moyenne. Les fondamentaux restent contrastés, les livraisons portuaires demeurent inférieures à celles de l'an dernier malgré les estimations de surplus qui sont plus élevées. L'ICCO projette des stocks de fin de saison autour de 1,1 million de tonnes avec une possible remontée vers 1,7 million de tonnes cette année. La destruction de la demande est désormais avérée, elle est illustrée par la chute de 22% des volumes de barriques Albo et par les fortes baisses de données de transformation du T4. C'est notamment ce qu'on a eu en Europe et en Asie, comme j'en avais parlé il y a 2 semaines. Ce qui confirme que les prix records de 2025 ont cassé la demande. Forcément, il y a moins de demande, l'offre se tient à peu près, donc les prix baissent. C'est ce qu'on voit sur ce graphique que vous voyez ici, donc en noir les prix du cacao et les moyennes mobiles à 1, 3 et 5 ans, donc évidemment tout s'effondre. On est désormais, je crois, à 4100 $ sur le cacao. Par contre, au niveau des Z-scores, donc des écarts types, si on prend les moyennes à 1 an et à 3 mois, on voit que le cacao est inférieur à ces moyennes et donc est très survendu. C'est ce qu'on voit ici, à 1 an, on est à -2, ce qui est à des niveaux extrêmement faibles. Et pareil, sur le 3 mois, on est à -2,3, donc on est sur des niveaux extrêmement faibles. Et même sur le 5 ans, on est inférieur à la moyenne, donc on est plutôt assez survendu sur le cacao au niveau des scores, des écarts types. Donc ce serait plutôt signe qu'un rebond pourrait arriver, à voir si ce rebond peut durer. On va maintenant parler des open interest, des positions ouvertes. Historiquement, la hausse des positions ouvertes a souvent précédé les retournements du marché du cacao. Les signaux actuels suggèrent un rapprochement d'un creux cyclique avec une normalisation possible d'ici le printemps, malgré une volatilité qui restera élevée. Pour rappel, l'open interest, c'est quoi? Eh bien, l'open interest, c'est le nombre de positions ouvertes par les investisseurs sur les contrats ici de cacao. Et en l'occurrence, l'évolution des positions sur le cacao a plutôt bien fonctionné en termes de prédicteurs pour les prix. Donc plus il y a d'open interest et plus les prix ont tendance à être élevés sur le cacao. Et au contraire, plus l'open interest baisse, c'est ce qu'on voit ici, et plus les cacaos baissent. Et en l'occurrence, excusez-moi, on a un open interest qui augmente pour la fin de l'année, donc ça pourrait prédire un certain rebond au niveau du prix du cacao. On va finir avec l'argent, qui est un gros morceau où le marché physique dicte la tendance. Vous le savez, l'argent s'est négocié au plus haut à des prix autour de 117 $ l'once. Je suis déjà en retard au moment où j'ai écrit cette vidéo, vu qu'on est maintenant à 120 $ l'once. Et la prime chinoise dépasse les 15 $, ce qui signale clairement que le marché physique dicte la tendance globale. Pour rappel, le marché chinois est toujours avec une prime qui est d'habitude d'environ 5 $ et qui est 3 fois plus grosse actuellement, notamment parce que la Chine a une énorme demande physique d'argent, notamment pour les énergies renouvelables. Et donc ici, cette demande est tellement forte et qu'on a une prime qui est exceptionnelle. Les autorités chinoises cherchent à attirer davantage d'argent physique vers le territoire chinois et la bourse de Shanghai, où les appels à livraison sont structurellement plus élevés que sur le COMEX. Les stocks à Shanghai sont tombés à 581 tonnes contre 1400 tonnes en février et 3000 tonnes en 2021. Donc ici en février de l'année dernière, ce qui est un plus bas de 15 ans. Sur le COMEX, les stocks enregistrés et éligibles reculent aussi rapidement, bien qu'ils sont encore élevés au niveau absolu. La vitesse de la baisse est exceptionnelle et alimente la nervosité du marché, ce qui entraîne une chute marquée du ratio or sur argent sous la moyenne à long terme, ce qu'on verra juste après. Je veux juste revenir sur les stocks d'argent au niveau du COMEX, c'est ce qu'on voit ici avec les prix de l'argent que vous voyez ici
et ici les inventaires du COMEX. Donc les prix de l'argent sont en blanc, gris, et l'inventaire, les stocks du COMEX sont en noir. Donc on voit vraiment que les stocks ont diminué de plus de 100 millions d'onces par rapport à leur pic historique. Et même s'il reste assez élevé, c'est évidemment une chute gigantesque des stocks. Maintenant, on va parler un petit peu des options. Donc les indicateurs options signalent toutefois un excès de positionnement avec des risques reversals qui sont à des records historiques et qui sont souvent précurseurs de correction. La différence actuelle est la domination du physique sur le papier, ce qui rend toute correction potentiellement violente mais difficile à prolonger. Donc ici, le risque de renversement pour l'argent est à des niveaux extrêmement élevés pour les options à 1 an. C'est ce qu'on voit ici, hein. Une préférence qui est nettement plus marquée pour les options d'achat que pour les options de vente. Actuellement, le risque de renversement pour les options en dehors de la monnaie à 1 an est le plus élevé de l'histoire. Et pour les options à 1 mois, ils sont également à des niveaux extrêmes, similaires à 2022, mais toutefois inférieurs à 2020. Cela pourrait suggérer une surévaluation extrême de l'argent. Néanmoins, il convient de noter que le marché de l'argent est actuellement régi par le marché physique plutôt que par le marché papier. Historiquement, un risque reversal aussi élevé suggère plutôt des corrections, donc à voir ce qui va se passer dans le futur. On a donc vraiment une demande physique exceptionnelle qui tire le marché vers le haut, mais on aurait plutôt un marché des options qui indiquerait un renversement de la tendance. On va finir avec mon ratio préféré pour l'argent, qui est le ratio or sur argent, qui montre une chute gigantesque de ce ratio. On en parlait plusieurs fois, hein. On a ici un ratio qui était supérieur à 100, qui était supérieur à sa moyenne à 10 ans, supérieur à sa moyenne long terme, et qui a chuté extrêmement rapidement. On est désormais à 46. Historiquement, la zone autour de 40 sur ce ratio correspond à des points d'inflexion majeurs. Au niveau actuel de l'or, cela impliquerait une valorisation de l'argent nettement supérieure à 125 $ de l'once. Le ratio or sur argent est désormais en train de chuter à son plus bas niveau depuis près de 15 ans. L'objectif pourrait être le niveau de 40 points, bien que dans les années 1980 ou en 2011-2012, il ait encore baissé davantage. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et nous, on se retrouve dans une semaine. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker la vidéo. C'était Mathéis Mouflet pour XTB.